Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de Matt Carney, le Premier ministre canadien, et je pense qu'après cette vidéo, beaucoup vont le regarder vraiment autrement. Pendant que le président américain Donald Trump est en train de briser toutes les chaînes de l'Empire britannique au Moyen-Orient et de relancer l'indépendance économique américaine totale et complète, il y a un homme qui est en train de travailler dans l'ombre pour construire un nouvel ordre mondial anti-Trump. Son nom, c'est donc Matt Carney. Et ce Matt Carney, c'est un ancien banquier de chez Goldman Sachs pendant 13 ans, puis gouverneur de la Banque centrale du Canada, puis gouverneur de la Banque centrale britannique de 2013 à 2020. C'était le premier non-britannique à ce poste. C'est pour vous dire l'importance de ce gars. Il a aussi été envoyé spécial de l'ONU pour la finance climatique. Et oui, la fameuse escrologie totalement liberticide qui leur rapporte des milliards. Eh bien, c'est encore lui. Et bien évidemment, c'est un fervent promoteur du Great Reset, la fameuse grande réinitialisation du Forum économique mondial. Et donc, comme par hasard, bien sûr, et sans jamais avoir été député, il est devenu Premier ministre du Canada comme un cheveu sur la soupe, exactement comme Macron en France. C'est un copier-coller de tout ce système corrompu jusqu'à la moelle. Et donc cet architecte de l'État profond global est en train de rassembler ce qu'il reste de l'ancien empire britannique et européen contre l'Amérique souveraine de Donald Trump. Alors on commence tout de suite avec une vidéo de Suzanne Kokinda que je vous ai traduite et commentée. C'est parti. Cette semaine, alors que l'attention du monde entier était tournée vers la percée du président Trump concernant l'Iran, le Premier ministre canadien Matt Carney s'est rendu en Arménie pour rencontrer des dirigeants européens et du Commonwealth. Et pendant son séjour, il a déclaré publiquement que l'ordre international fondé sur des règles était révolu. Le monde connaît actuellement une rupture sur plusieurs fronts, la technologie, l'énergie, le commerce et la géopolitique. Je suis fermement convaincu que l'ordre international sera reconstruit, mais qu'il le sera en dehors de l'Europe. Carney ne cherche pas à sauver l'ancien système, il annonce son successeur, et les États-Unis ne figurent pas sur la liste. Car ce à quoi vous avez assisté n'était pas un voyage diplomatique, c'était la mise en place en temps réel d'un centre de pouvoir rival, un ordre fondé sur des règles 2.0 conçues pour tenter d'arrêter l'Amérique de Donald Trump. Or, Carney n'est pas seulement le porte-parole de ce projet, il en est l'un des architectes. Et ce que Carney a fait à son retour au Canada le lendemain de ce sommet en Arménie vous dira tout de ce que vous devez savoir sur ce que sert cette architecture. Donc Matt Carney a déclaré ouvertement que l'ordre international fondé sur des règles est totalement révolu. Mais attention, il ne le dit pas en pleurant sur l'ancien monde. Il annonce juste son successeur, un ordre 2.0 conçu uniquement pour stopper Donald Trump. Et il faut juste se rappeler que ce Matt Carney a été fait chevalier par la reine en 2014, donc il porte encore l'ordre de l'Empire britannique. Alors quand il dit que la couronne imprègne la vie constitutionnelle du Canada, il parle vraiment de son big boss, des marionnettistes tout en haut de la pyramide. Et accrochez-vous car on passe maintenant à la partie où ce gars aussi honnête que moi je suis curé montre clairement toutes ses cartes en nommant une de ses fidèles au plus haut niveau des institutions canadiennes. C'est parti. La semaine dernière, nous avons donc vu le roi Charles à Washington tenter de sauver l'ordre d'après-guerre. Cette semaine, Matt Carney était en Arménie où il a admis que la version originale de cet ordre était brisée et devait être repensée. Charles a apporté le faste. Carney met en place le système qui lui succédera. Regardez maintenant les pays que Carney a identifiés comme devant composer ce système de remplacement. Le Canada, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie. C'est l'anglosphère plus les vestiges de l'Empire européen. Ce n'est pas une coalition de démocratie, c'est la structure résiduelle du système impérial britannique qui se consolide contre le système américain de Donald Trump et ce qu'il tente de faire revivre. Et parmi les autres personnages présents en Arménie, on retrouvait les habituels has-been, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen. Vous voyez le tableau. Et lorsque Carney est rentré d'Arménie au Canada, il a fait une annonce à Ottawa. Il a nommé un nouveau gouverneur général du Canada. Les médias ont présenté cela comme une simple nomination administrative de routine. Ce n'était pas le cas. Carney ne s'est pas contenté de nommer le nouveau gouverneur général. Il a décrit la fonction elle-même. La couronne est un fil conducteur qui traverse notre vie constitutionnelle. Elle est, comme Sa Majesté l'a dit elle-même, un symbole du Canada dans toute sa richesse et son dynamisme. Et le gouverneur général est le représentant de la couronne au Canada, le commandant en chef des forces armées canadiennes, le gardien de nos traditions. Maintenant, prêtez bien attention à ce qu'a dit Carney.
La couronne n'est pas un symbole, elle imprègne la vie constitutionnelle du Canada. Et c'est elle qui détient le pouvoir réel. La plupart des gens, y compris de nombreux Canadiens, pensent sans doute que c'est le Premier ministre qui commande les forces armées. Ce n'est pas le cas. C'est le représentant de la couronne qui le fait. Gardez cela à l'esprit. Puis il a ajouté ceci. Le gouverneur général est le gardien de notre ordre constitutionnel. La partie la plus exigeante de ce rôle est rarement visible. C'est de devoir veiller à ce que le gouvernement du Canada soit formé, maintenu et au moment venu dissous, conformément à la loi et à la Convention. Dissous. Le gouverneur général peut dissoudre le gouvernement. C'est ainsi qu'il a choisi de décrire le pouvoir suprême de la fonction qu'il s'apprêtait à occuper. Car le peuple canadien n'est pas souverain. C'est le roi qui est souverain. Et je veux que vous vous en souveniez lorsque vous voyez comment Carney s'est vu confier le portefeuille public pour tenter de remodeler l'ordre fondé sur des règles de l'Empire. Donc McCartney vient de nous expliquer que la couronne n'est pas un simple symbole folklorique, mais en fait c'est le fil conducteur de toute la vie constitutionnelle canadienne avec le pouvoir réel de nommer, maintenir ou en dernier recours dissoudre un gouvernement. Alors oui, tous ces pouvoirs de réserve sont encadrés par des pseudo-conventions, mais ils existent bel et bien et dans une crise politique grave, le gouverneur général peut bloquer ou renverser un premier ministre. C'est exactement ce que McCartney met en avant. Il rappelle que le vrai pouvoir ultime au Canada ne vient pas du peuple, mais de la couronne et de ses représentants. Et derrière tout ce discours se cache encore le même réseau impérial britannique qui n'a jamais accepté la pleine souveraineté des nations. Et McCartney, l'homme qui a piloté l'agenda climatique totalement radical, est aujourd'hui chargé de consolider tout ce système. Et ce qu'il fait avec sa nomination de gouverneur général va vous glacer le sang. C'est le lien direct entre l'État profond canadien, George Soros et les persécutions judiciaires contre Donald Trump. Regardez. Car vous aurez une vision plus globale de ce à quoi ressemble ce combat lorsque je vous dirai qui McCartney a nommé au poste de gouverneur général. Elle s'appelle Louise Arbour et sa nomination en dit long sur ce que signifie réellement dans la pratique la reconstruction d'un ordre fondé sur des règles. Arbour a bâti sa carrière en tant que procureur général des tribunaux pénaux internationaux des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Il s'agissait des premiers tribunaux de ce type depuis Nuremberg. Et à partir de cette tribune, elle est devenue l'une des plus ardentes défenseuses de la création d'une Cour pénale internationale permanente. Elle a prononcé le discours d'ouverture lors du lancement de la coalition d'ONG pour la ratification mondiale de la Cour pénale internationale et elle a incité les gouvernements à signer le statut. Elle a décrit la Cour pénale internationale comme l'évolution nécessaire des tribunaux qu'elle dirigeait, les transformant en une institution permanente. Ainsi, bien qu'elle n'ait pas travaillé pour la Cour pénale internationale, elle a construit le mouvement politique et juridique qui a permis sa création. Elle l'a fait de l'intérieur, au sein même de l'appareil que George Soros finançait de l'extérieur. Voici ce que l'Open Society de Soros a déclaré dans un document publié le 19 mars 2018 au sujet de sa relation avec la Cour pénale internationale. La Justice Initiative travaille en étroite collaboration avec la Cour pénale internationale, l'aidant à fonctionner de la manière la plus efficace et efficiente possible, en assistant les défenseurs locaux des droits de l'homme à recueillir et à présenter des informations utiles à la Cour pénale internationale, à mener des actions de plaidoyer et de sensibilisation auprès des gouvernements afin d'obtenir leur soutien à la Cour pénale internationale et à contribuer au renforcement des capacités du personnel de la Cour pénale internationale. Ainsi, la carrière d'Arbour, cette même Arbour qui est aujourd'hui gouverneur général du Canada, a contribué à asseoir la légitimité de la Cour financée par George Soros. Et c'est de cet appareil qu'est issu Jack Smith. Avant d'être nommé procureur spécial chargé de poursuivre Donald Trump, Jack Smith a passé 2 ans au sein du bureau du procureur de la Cour pénale internationale à La Haye. L'institution dont Arbour s'est faite la championne et que Soros a financée. Il a ensuite rejoint les chambres spécialisées pour le Kosovo qui ont directement succédé au tribunal pour la Yougoslavie d'Arbour. Il s'agit du même cadre juridique et du même mandat. Puis Jack Smith a ramené le projet au pays et on lui a confié une cible nationale, Donald Trump. Carney vient donc de nommer l'architecte de tout ce projet au poste de gouverneur général du Canada, le haut fonctionnaire ayant le pouvoir de dissoudre un gouvernement et de commander ses forces armées.
Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une décision concernant le personnel, c'est un signal envoyé au moment même où Carney tente de rallier ce qui reste de l'empire contre le monde des nations souveraines de Donald Trump. Donc McCartney vient de nous expliquer que la couronne n'est pas un simple symbole folklorique, mais en fait c'est le fil conducteur de toute la vie constitutionnelle canadienne avec le pouvoir réel de nommer, maintenir ou en dernier recours dissoudre un gouvernement. Alors oui, tous ces pouvoirs de réserve sont encadrés par des pseudo-conventions, mais ils existent bel et bien et dans une crise politique grave, le gouverneur général peut bloquer ou renverser un premier ministre et c'est exactement ce que McCartney met en avant. Il rappelle que le vrai pouvoir ultime au Canada ne vient pas du peuple, mais de la couronne et de ses représentants. Et derrière tout ce discours se cache encore exactement le même réseau impérial britannique qui n'a jamais accepté la pleine souveraineté des nations. Et McCartney, l'homme qui a piloté l'agenda climatique totalement radical, est aujourd'hui chargé de consolider tout ce système pourri jusqu'à la moelle. Et ce qu'il fait avec sa nomination de gouverneur général va vous glacer le sang. C'est le lien direct entre l'État profond canadien, George Soros, et les persécutions judiciaires contre Donald Trump. Regardez. Voyons maintenant comment ces mêmes lignes de front se dessinent lorsqu'il s'agit de la lutte économique ici, chez nous. L'administration Trump s'attaque au modèle économique impérial d'une manière que personne n'avait osé faire depuis des décennies. Lundi, une conférence de presse extraordinaire a réuni le procureur général par intérim, Todd Blanche, la secrétaire à l'agriculture, Brooke Rollins, et Peter Navarro, le conseiller spécial pour le commerce à la Maison-Blanche. Et il était question du bœuf. Il s'agissait d'expliquer pourquoi le hamburger est devenu pour la plupart d'entre nous un produit de luxe. Le secrétaire Rollins a planté le décor. Elle a expliqué pourquoi l'administration prend actuellement des mesures sans précédent contre les 4 grands transformateurs de viande qui contrôlent 85% du marché. Au 1er janvier de cette année, nous comptions environ 86,2 millions de têtes de bétail et de veaux en Amérique. C'est le chiffre le plus bas depuis les années 1950 et cette année, nous nous attendons à une nouvelle légère baisse. Au cours de la seule dernière décennie, nous avons perdu plus de 17% de nos éleveurs de bétail. Plus de 100 000 ranchs à travers le pays ont disparu. Cependant, et c'est la deuxième partie de ce dont je souhaite parler aujourd'hui, la consolidation du secteur de la transformation de la viande aux États-Unis a conduit à la concentration du marché entre seulement 4 entreprises JBS, une entreprise brésilienne Cargill, Tyson Food et National Beef, une autre entreprise brésilienne. Ces 4 entreprises monopolisent aujourd'hui environ 85% du marché américain de la transformation. De plus, la moitié de ces géants de la transformation de la viande, y compris le plus grand transformateur de viande au monde, sont soit détenus par des intérêts étrangers, soit soumis à une participation et un contrôle étranger important, ce qui en fait une menace, non seulement pour nos éleveurs de bétail, mais aussi pour l'Amérique elle-même. Et au fil du temps, il devient de plus en plus évident que la sécurité alimentaire est véritablement une question de sécurité nationale. C'est pourquoi cette administration s'attaque aux plus grands transformateurs de viande du monde, dont la moitié sont détenus par des intérêts étrangers. Et Rollins, le secrétaire à l'agriculture, a décrit la situation en présence du procureur général par intérim qui se tenait juste à côté d'elle, expliquant comment l'administration s'attaque à un système de cartélisation et de manipulation du marché qui est l'une des caractéristiques du système impérialiste. Rollins a ensuite dit quelque chose de très significatif. Elle a précisé depuis combien de temps cela dure. Le rythme de cette mainmise des 4 entreprises s'est accéléré depuis les années 1970. Selon des données de l'USDA, la part de ces 4 entreprises dans l'abattage de bovins n'était que de 25% en 1977 et a bondi à 71% en 1992. Comme mentionné aujourd'hui, elle atteint le chiffre stupéfiant de 85%. Ces dates sont très importantes. Elle souligne que cela a commencé dans les années 1970 et ce n'est pas une coïncidence. Ce fut le tournant du système d'après-guerre lorsque le système de Bretton Woods, caractérisé par la stabilité des monnaies et une expansion économique réelle, a pris fin. Il a pris fin le 15 août 1971 lorsque le dollar a été dissocié de l'étalon or. C'est à ce moment-là que le système financier est passé de la production à l'extraction. Et c'est au cours de cette même décennie que l'approvisionnement alimentaire a commencé à se cartéliser. Et en 1992, 71% de ce marché était contrôlé par ces 4 entreprises. Rappelez-vous bien qu'il s'agit du même processus de cartélisation et de monopole qui a pris le contrôle de l'approvisionnement mondial en pétrole au cours de la même période.
Et c'est un processus que Donald Trump est en train de démanteler. Lors de cette conférence de presse, Peter Navarro a décrit l'étendue du pouvoir politique dont disposent ces cartels de l'industrie de la viande. Les Brésiliens, en particulier JBS, distribuent des millions de dollars à notre système politique américain comme s'il s'agissait de bonbons. Et le taux de rendement qu'ils en tirent ferait rougir un fonds spéculatif de Wall Street. Ce que Navarro fait ici, c'est mettre en évidence le rôle de l'une des deux grandes entreprises de transformation de viande détenues par des intérêts étrangers, JBS, qui est nominalement d'origine brésilienne. Mais examinons cela de plus près. JBS est le plus grand transformateur de viande au monde. Et oui, il est détenu par des Brésiliens, mais il est contrôlé par une société holding appelée JNF. Et l'un des présidents de JNF pendant de nombreuses années était un financier brésilien nommé Henrique Meirelles. Sa carrière s'étend aux institutions suivantes la Bank of Boston, Fleet Boston et Lazard America. Il a été le président de la Banque centrale du Brésil pendant un certain temps et il était membre du conseil d'administration du Lloyd's of London. La même institution qui contrôlait l'assurance maritime dans le détroit d'Ormuz jusqu'à ce que son monopole soit démantelé par le président Donald Trump et qui prélevait ce que Peter Navarro appelait une prime de risque terroriste en raison de l'instabilité créée par le régime iranien depuis 47 ans. En répercutant le risque de guerre sur le prix de chaque baril de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz. Ainsi, du point de vue de l'Empire, contrôler les matières premières et les produits de base par le biais de la cartélisation et de la manipulation fait partie de leur modèle économique. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, celui de JBS, qui montre comment le même personnel passe d'une activité à l'autre. Car il s'agit d'un seul et même système, le pétrole et l'alimentation, Hormuz et votre épicerie, dont les prix et les flux sont gérés par la City de Londres et ses institutions. Et l'administration Trump s'attaque à ces deux fronts. Prenons donc un peu de recul. Carney s'est rendu en Arménie pour tenter de rallier les has-beens autour d'un nouvel ordre anglo-européen fondé sur des règles, tout en nommant simultanément au poste de gouverneur général du Canada la femme qui a établi le précédent juridique utilisé par Jack Smith contre Donald Trump. L'Empire tente de se consolider car il ne compte pas s'effacer sans faire de bruit, mais il ne peut pas inverser la tendance. Le ministère de la Justice et le ministère de l'Agriculture viennent de désigner le cartel des transformateurs de viande et Donald Trump est en train de démanteler 50 ans d'exploitation financière de l'agriculture américaine et le goulot d'étranglement pétrolier est désormais en train d'être débloqué. Ainsi, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ripostent sur tous les fronts. C'est cette année, à l'occasion du 250e anniversaire de notre indépendance, que ce combat atteint son paroxysme. Donc, comme on peut voir, Donald Trump est en train d'attaquer tous ces géants de l'agroalimentaire aux États-Unis. Et vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous en France ou en Europe? Eh bien, absolument tout. Parce que JBS, Cargill, Tyson, ils ne sont pas qu'américaines. Ce sont exactement les mêmes prédateurs en France et en Europe. Par exemple, Cargill est en France depuis 1964. Ils ont 14 sites chez nous, de la Bretagne au Pays de la Loire. Et JBS, le roi brésilien, a racheté Moy Park en Europe et possède des usines de transformation alimentaire et des abattoirs en Europe. Et ce sont tous ces mêmes mastodontes qui empoisonnent nos assiettes et qui sont les grands architectes de l'accord Union européenne-Mercosur. Une étude l'a déjà montré, par exemple, JBS va empocher plus d'1,7 milliard d'euros de profits supplémentaires d'ici 2040. Et bien sûr, tout ça contre nos éleveurs et nos agriculteurs. C'est exactement tout le sens de la politique de cette dictature européenne. Ils signent avec le Brésil, non pas pour aider nos agriculteurs, mais pour offrir un marché tout neuf à tous ces cartels brésiliens de l'agroalimentaire. Et c'est exactement les mêmes cartels que Donald Trump est en train de traquer aux États-Unis en ce moment, pendant que les éleveurs français et européens sont en train de crever sous la concurrence totalement déloyale de viande importée, produite avec des normes environnementales et sanitaires bien inférieures aux nôtres. Et bien notre chère et tendre Union européenne leur offre un énorme boulevard en ce moment. Alors quand vous entendrez Bruxelles vanter les vertus du libre-échange, regardez bien tous les petits noms qu'il y a derrière le texte. Par exemple, JBS et Cargill. Ce ne sont pas du tout nos alliés, ce sont exactement les mêmes prédateurs que Donald Trump vient de mettre sur la sellette en ce moment aux États-Unis. Et c'est pour ça
ça que cette guerre économique américaine est aussi la nôtre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 € par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester toujours totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.